Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 71. Et pour ce numéro, on va attaquer un exercice, je pense, cultissime, j'ai envie de dire, dans les mathématiques. Ça fait vraiment partie de la culture en mathématiques en général, et toute personne qui fait des mathématiques ou qui aimerait continuer dans les mathématiques devrait rencontrer ce genre de résultat, tout comme ça l'était pour les intégrales de Gauss, pour les intégrales de Dirichlet, tout comme ça l'était aussi pour le théorème des deux carrés. Je pense que ce résultat fait vraiment partie de cet ensemble de choses qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie mathématique, si je puis dire. Le résultat que nous allons démontrer aujourd'hui est le suivant. On va montrer que E est irrationnel. Alors, sachez que si on vous pose un exercice du style « montrer qu'un nombre est irrationnel », en général, c'est une question qui est loin d'être facile. Alors, il est vrai que pour certains types de nombres, il y a des techniques, on va dire, usuelles, comme racine carrée de 2, comme racine carrée de 3, comme ln de 2, des choses comme ça. Ces nombres-là, par exemple, il y a des techniques qui permettent de montrer que ces nombres sont irrationnels. Et jouer notamment avec l'arithmétique. Racine carrée de 2, racine carrée de 3, par exemple, on joue avec de l'arithmétique en mettant les choses au carré, etc., etc. Mais finalement, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait exactement? On utilise l'essence même du nombre. Le fait que racine carrée de 2, c'est le seul nombre positif, tel que si je le mets au carré, ça fait 2. Vous voyez? Et en fait, c'est ça qu'on a besoin pour pouvoir montrer l'irrationalité des nombres en général. Il faut comprendre le nombre de fond en comble et comprendre sa définition. Donc là, par exemple, pour E, il va falloir bien comprendre la définition de ce nombre E pour pouvoir mettre en avant que E est irrationnel. Nous avons également vu l'irrationalité de pi. Je vais me permettre de rappeler cette référence. Il s'agit de l'Exode-Call numéro 21. Vous pouvez retrouver le lien en description. On avait vu ensemble déjà que pi est irrationnel. Il y a donc 50 épisodes de ça, quand même. Et pour montrer que pi était irrationnel, on a dû jouer avec la structure du nombre pi, d'une certaine manière. Certes, on a joué avec des intégrales, peut-être un peu bizarres sur le moment, mais en jouant avec ces intégrales et en jouant aussi avec la définition du nombre pi, notamment le fait qu'on peut jouer avec de la trigonométrie pour les nombres pi, eh bien, on a réussi à amener une contradiction et montrer que finalement pi est irrationnel, en partant de la supposition que pi est rationnel. Alors oui, vous pouvez ne pas être très content de voir une preuve par l'absurde, car certains pourraient dire qu'une preuve par l'absurde, c'est en fait une preuve que s'il en était autrement, ça serait impossible. C'est vrai que d'une certaine manière, les preuves par l'absurde sont en partie mal vues de ce côté-là, mais pour montrer qu'un nombre est irrationnel, on ne va pas vraiment avoir le choix, car si on veut manipuler le nombre E ou le nombre pi et essayer de montrer qu'il est irrationnel, on n'a pas d'autre choix que de devoir supposer qu'il est rationnel. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une information qu'un nombre est irrationnel, c'est finalement très peu d'informations. C'est un peu comme si je vous disais que deux nombres étaient inégaux. Le fait de dire que deux nombres sont inégaux, c'est une information qui est très difficile à manipuler si on voulait faire des preuves à partir de ça. De même, si on veut prouver, et je donne un autre exemple de preuve par l'absurde usuelle, si on joue avec des ensembles et qu'on veut montrer qu'un ensemble est vide, en général, on va supposer plutôt que l'ensemble contient un élément, et en jouant avec cet élément, amener à une contradiction, c'est-à-dire que l'élément lui-même va pas pouvoir respecter plusieurs conditions pour être dans l'ensemble. Et donc, finalement, l'ensemble finira par être vide par contradiction. D'accord? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que une information palpable, c'est souvent une information dont on peut vraiment tirer des choses, des informations, des choses pour pouvoir amener à des raisonnements qui sont vraiment palpables, qu'on peut vraiment manier à souhait. C'est ça que j'aimerais essayer de faire comprendre. Comme le fait qu'un nombre est rationnel, on peut vraiment jouer sur la structure du fait qu'un nombre rationnel, c'est un quotient de 2 entiers. Vous voyez? Et puis jouer avec de l'arithmétique autour de ça. Pareil, quand on veut montrer qu'un ensemble est vide, on va plutôt préférer l'ensemble non vide, car prendre un élément dedans, on peut jouer avec les propriétés d'être dans l'ensemble E pour cet élément. Et en jouant avec ces propriétés, mener à une contradiction. Vous voyez l'idée? C'est juste que c'est une information plus palpable, plus précise, que de dire qu'un nombre est irrationnel finalement. Dire qu'un nombre est rationnel, c'est plus palpable que dire qu'un nombre est irrationnel. De la même manière que de dire que deux choses sont égales par rapport à deux choses sont inégales. Vous voyez la subtilité? J'espère être clair.
Donc, montrer qu'un nombre est irrationnel, en général, on va devoir faire une preuve par l'absurde. Et c'est exactement ce qui va se produire ici. Et de façon peut-être un peu étonnante, je ne vais pas vous donner un exercice cette fois-ci pour prouver que E est irrationnel. En tout cas, je vous le donnerai un petit peu après, car ce que j'aimerais que vous essayiez de faire par vous-même, c'est d'essayer de résoudre l'exercice sans que je ne vous dise quoi que ce soit. Ça peut paraître peut-être contradictoire par rapport à tout ce que j'ai raconté, mais il y a un moment, il y a quelque chose que je vous ai dit que je vais vous rappeler maintenant, c'est que pour essayer de montrer qu'un nombre est irrationnel, il faut vraiment bien comprendre comment est défini le nombre avec lequel on travaille. Et donc, je suppose que si vous jouez avec des bonnes définitions de E, notamment une très bonne définition de E que je n'ai pas encore précisée pour l'instant pour laisser le champ libre, avec une bonne définition de E, je pense que vous devriez être capable par vous-même de montrer que le nombre est irrationnel. Bien sûr, il y a peut-être quelques petites choses, mais j'aimerais voir si, et peut-être, j'espère que vous aurez envie de voir par vous-même si vous êtes capable d'avoir des bonnes idées pour essayer de montrer que le nombre est irrationnel. Alors donc ce que je vais faire, c'est que je vous invite à faire une petite pause dès maintenant sur la vidéo pour essayer donc de montrer que E est irrationnel sans que je ne vous dise quoi que ce soit pour l'instant. À la suite de ça, je vais vous donner un début de preuve et vous donner un énoncé d'exercice plus précis qui, j'espère, pourra vous aider si tant est que vous n'avez pas réussi à mener à bien l'exercice. Ne soyez pas désœuvrés si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Et je me dis aussi que pour les gens qui ont peut-être déjà vu cette preuve, ça peut être aussi l'occasion de vous tester et de voir si votre mémoire est bonne. Donc bref, faites une pause, essayez et on se revoit dans quelques instants. Ok, j'espère que vous avez essayé. Et je vais donc démarrer une résolution. Alors pour démarrer cette résolution, comme je vous ai dit, il va falloir utiliser une définition, quelque chose qui est propre à E, donc au nombre E. Eh bien, ce que je vais utiliser, c'est sa définition en termes de série. Je pense que pas mal d'entre vous, en tout cas ceux qui sont peut-être en première année ou deuxième année de classe préparatoire, peuvent y avoir pensé à cette idée. Donc, en effet, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la définition en termes de série, que E s'écrit comme cette série de 1 sur n factoriel. Très bien. Et donc maintenant, je vais lancer la preuve de l'irrationalité en supposant, comme d'habitude, que E s'écrit comme quotient A sur B avec... Alors c'est assez simple de se rendre compte qu'on peut supposer que A et B sont des entiers naturels. Pourquoi ? Parce que E c'est nécessairement un nombre plus grand que 1. Pourquoi ? Parce que vous pouvez aussi utiliser la définition d'exponentielle. L'exponentielle c'est une fonction qui est telle que sa dérivée est égale à elle-même et telle que l'exponentielle de 0 vaut 1. Et avec ces premières définitions, on amène au fait que l'exponentielle est une fonction strictement croissante. Et donc, qui dit fonction strictement croissante, dit que exponentielle de 1 est plus grand stricta exponentielle de 0. D'accord ? Donc, à partir de cette information, je peux tout de suite dire, ok, A et B, ça doit être des entiers naturels, je peux les supposer comme des entiers naturels, quitte à simplifier les moins. D'accord ? Donc, le signe. D'un autre côté aussi, je vais supposer que B est supérieur ou égal à 1 si je fais en sorte que le quotient ait un sens. Bon, très bien. Et puis, je vais regarder un nombre. Alors, ce que je vais écrire pourra peut-être sembler parachuté, mais pas tant que ça si on y réfléchit bien. Je vais étudier le nombre suivant, donc soit, je vais l'appeler f, le nombre qui s'écrit de la manière suivante, b factoriel fois e moins la somme pour n allant de 0 à b de 1 sur n factoriel. Alors ça peut paraître un peu parachuté, mais en fait, si vous regardez de plus près à quoi ressemble ce truc-là, ce truc-là, c'est le reste de la série qui est là-haut. D'accord ? Ça, c'est le reste de la série qui est là-haut. Donc, bon, on se dit, ok, il y a peut-être moyen de manipuler des choses à partir du reste de la série. Et puis, le fait d'avoir écrit cette différence et d'avoir multiplié par b factoriel, vous voyez peut-être quelque chose apparaître, parce que comme E s'écrit comme A sur B, il y a un b factoriel là, et donc ça va se simplifier un petit peu. Puis là, tous les n factoriels, là, les 1 sur n factoriel, comme n est compris entre 0 et b, ça aussi, il va y avoir des simplifications plutôt sympatoches. D'accord ? Donc, on sent quelque chose qui peut sortir de cette expression, et je pense que c'est pas, à mon avis, quelqu'un qui réfléchit suffisamment en ayant cette idée de vouloir manipuler cette série, peut avoir cette idée de poser ce nombre. Je dis pas que c'est évident, et bien sûr, on est loin de là, mais je me disais,
C'est pour ça que je vous ai invité à y réfléchir. Je me disais que au moins vous avez pu penser à travailler avec ce truc-là et que peut-être vous aviez une idée d'essayer de jouer avec le reste de la série. Voilà. Alors maintenant, je vais vous poser le petit exercice à partir des choses que je viens de mettre. Le petit exercice est de démontrer que d'une part, f est un entier naturel. Donc, montrer que. Et que d'autre part, f est plus petit que 1, strictement. Alors je pourrais même préciser que f est un entier naturel non nul, si vous voulez. Ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà. Essayez de démontrer ça, et en démontrant ça, vous voyez qu'on arrive tout de suite à une contradiction, parce que f ne peut pas être un entier naturel non nul, tout en étant strictement plus petit que 1. Vous voyez? Donc c'est ça qui va mener à une contradiction. Alors je vous laisse maintenant refaire une pause sur la vidéo pour essayer donc de répondre à cet exercice, et donc mener à bien la contradiction qu'on aimerait amener par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit. Ok, j'espère que vous avez essayé, parce que maintenant que je vous ai donné cet énoncé, j'espère que les choses ont été rendues plus simples. Alors maintenant, si je regarde de plus près l'expression que j'ai sous les yeux, je vais d'abord montrer que f est un entier naturel. Je pourrais même aller jusqu'à montrer que c'est un entier naturel non nul. Alors pour montrer que f est un entier naturel, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire e comme quotient a sur b. Je pense que vous devriez le sentir venir. Et puis le reste, donc la série là, enfin la somme qui apparaît, je la laisse tranquille pour l'instant. Et puis je vais distribuer le b factoriel. Donc je me retrouve avec b factoriel fois a sur b, moins somme pour n allant de 0 à b de 1 sur n factoriel. 1 sur, enfin le 1 c'est un b maintenant. Alors maintenant que vous voyez ça, vous voyez qu'ici vous avez un b factoriel, le b va se simplifier avec le b qui est ici, donc ce truc-là est un entier, et puis, un entier positif si je voulais, et puis ici, vous avez des simplifications qui interviennent, parce que l'entier n qui est ici est plus petit que l'entier b, plus petit ou égal à l'entier b. Donc le n factoriel se simplifie avec le b factoriel, il restera tous les facteurs de b factoriel qui sont plus grands que n, strictement. D'accord? Et au pire du pire, vous avez b factoriel sur b factoriel qui donne un 1. Donc tous les quotients qui sont ici, finalement, sont aussi des entiers. Donc, comme z est un anneau, vous pouvez faire des combinaisons z linéaires entre des entiers, vous obtenez un élément qui est dans z. D'accord? Donc vous avez une somme d'entiers, vous avez un entier, vous faites une soustraction entre ces deux choses, vous obtenez un entier. Donc déjà, j'ai montré que c'est un entier. Je vais maintenant montrer que ça ne peut pas être un entier négatif. Et pourquoi? Parce que ça vient tout simplement de la définition de E. En prenant la définition de E, donc or, f peut aussi s'écrire b factoriel fois la somme pour n allant de b plus 1 à l'infini des 1 sur n factoriel. Et ce truc-là, c'est un nombre positif strict. Donc, je me retrouve avec f qui doit être positif strict. Conclusion, f est un entier naturel non nul. Ça va, c'est clair? J'espère. Ok, encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à revenir en arrière sur la vidéo si vous le souhaitez. Je vais peut-être pas effacer parce que je pense que je peux mettre la preuve sur tout le tableau. Donc je vais peut-être faire ça. Ça permettra d'avoir une vue d'ensemble. Ok, alors là je viens de montrer que f est un entier naturel non nul. Maintenant je vais montrer que f est plus petit que 1 strict. Alors pour montrer ça, en fait je vais utiliser l'écriture sous la forme de série que vous voyez ici. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler cette série. Donc 2 plus. On a f qui s'écrit donc somme pour n allant de b plus 1 à l'infini de b factoriel sur n factoriel. Et si je simplifie un petit peu les factoriels qui apparaissent, j'obtiens quoi? Alors je vais écrire les premiers termes, puis vous allez voir quelque chose qui va apparaître. Donc là je vais avoir 1 sur b plus 1, plus 1 sur b plus 1 fois b plus 2, plus patati, donc on va peut-être le terme suivant, 1 sur... Alors peut-être que je devrais l'écrire juste en termes de série, vous serez davantage content. Donc je vais l'écrire sous la forme de série
Donc on va se retrouver avec somme pour n allant de... Alors peut-être, je vais commencer à 1 pour aller jusqu'à l'infini. Donc pour n allant de 1 à l'infini, de 1 sur un produit des b plus i pour i allant donc de 1 à n. Voilà ce que je vais obtenir. Donc ça veut dire que le premier, ça va être 1 sur b plus 1, le suivant, ça va être 1 sur b plus 1 fois b plus 2 au dénominateur, puis ensuite 1 sur b plus 1 fois b plus 2 fois b plus 3 au dénominateur, etc., etc. Je n'ai fait que simplifier les premiers facteurs qui apparaissaient, donc jusqu'à b factoriel. Or, chacun des termes de ce produit, je peux le majorer par quelque chose avec lequel je vais pouvoir calculer la série. Alors, c'est vrai que là, en tant que tel, je ne peux pas vraiment calculer la série. Bon, à part peut-être le ramener à E, mais je pense que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Là, j'aimerais peut-être le ramener à une série que je saurais calculer, une série usuelle, faisant intervenir le même genre de formule, ou en tout cas quelque chose qui ressemble beaucoup. Eh bien, si on y réfléchit un tout petit peu, on peut penser aux séries géométriques. Si on pense aux séries géométriques, on peut déjà, d'ores et déjà dire quelque chose. On sait que b plus i, donc or, b plus i, bah, ça va être plus grand que b plus 1. Donc pour tout i plus grand que 1. Par conséquent, 1 sur b plus i, c'est donc plus petit que 1 sur b plus 1. Encore une fois, pour tout i plus grand que 1. Je n'ai fait qu'appliquer la fonction inverse. La fonction inverse étant une fonction décroissante sur R plus étoile, si vous voulez. Eh bien, on a ça. Bon, très bien. Et puis, maintenant que j'ai ça, bah, je vais faire des produits de termes positifs. Je vous rappelle quand même que ces termes-là sont positifs. Donc, en faisant des produits de termes positifs, je vais pouvoir garder l'inégalité qui est présente en remplaçant donc finalement le produit par ce qu'il faut. Ce qui signifie donc que 1 sur le produit pour i allant de 1 à n des b plus i est alors inférieur ou égal à 1 sur le même produit, mais je remplace b plus i par b plus 1. Alors si je veux, est-ce que je vais avoir besoin d'une inégalité stricte? Ok, alors si je veux faire intervenir une inégalité stricte, je pourrais jouer avec les i qui sont plus grands que 2. Car si je prends des i plus petits, j'ai envie d'avoir une inégalité stricte ici, donc je pense, je suis en train de me poser la question si c'est vraiment utile ce que je fais, si c'est vraiment utile au sens où est-ce que je peux juste prendre en compte le 1 ou est-ce que je le prends pas en compte. Là, je veux peut-être pas le prendre en compte pour avoir une inégalité stricte. Ça change vraiment rien parce que du coup b plus 1 c'est quand même égal à b plus 1, donc il n'y a vraiment aucun problème. Hop. Donc je vais avoir ceci, donc là pour n bien sûr plus grand que 2, donc ça va être vrai pour n plus grand que 2, et donc bah là ce truc là ça je peux le calculer, et ça va être une puissance de b plus 1, et justement ça sera 1 sur b plus 1 à la puissance n. Donc on arrive à faire intervenir une série géométrique. Ça c'est cool, très bien. Alors finalement je ne vais pas avoir la place pour faire intervenir tout ce que je veux, mais bon, vous avez compris comment marchent les inégalités, enfin je l'espère, donc j'efface, et donc je vais pouvoir écrire que la série que j'ai donc décrite ici peut être écrite comme inférieure ou égale, inférieure strict pardon, plutôt, parce que je vais mettre du strict, va être inférieure strict, je vais y arriver, hop, voilà, inférieure strict à la série des 1 sur b plus 1 à la puissance m. Donc 1 sur b plus 1 à la puissance m. Et cette série, je suis content de pouvoir la calculer. B étant plus grand que 1, b plus 1 est donc plus grand que 2, 1 sur 2, donc là je me retrouve avec quelque chose qui est, le 1 sur b plus 1 va être plus petit que 1,5, et donc ça veut dire que la série converge toujours, il n'y a aucun problème, et je peux calculer la valeur de cette série. La valeur de cette série, ça va donc être le premier terme, qui est 1 sur b plus 1, fois, et 1 sur 1 moins 1 sur b plus 1. Donc 1 sur 1 moins la raison. Ok, super, alors maintenant je vais simplifier, et en simplifiant, on va être content, on va se retrouver avec du 1 sur b plus 1 moins 1, ce qui me donne 1 sur b. Et 1 sur b, comme b est supposé plus grand que 1, alors 1 sur b est plus petit que 1. Conclusion de ce que je viens d'écrire, on va me montrer alors que f est plus petit strict, parce que là j'ai d'abord inégalité stricte puis inégalité large, donc en tout ça fait une inégalité stricte. J'obtiens alors que
f est plus petit strict à 1. Bon, puis voilà. Alors, vous avez f qui doit être un entier naturel non nul et qui doit être strictement plus petit que 1. Ça m'amène donc à une contradiction. Nous avons une contradiction avec le fait qu'il n'existe pas d'entier positif strict plus petit que 1, strict aussi. Il ne peut pas y avoir d'entier compris entre 0 et 1 strictement, si vous voulez. Donc voilà, donc nous avons amené une contradiction, et cette contradiction fait que f ne peut pas exister en soi, ce qui signifie donc que E est irrationnel, puisque f a été défini à partir de E, donc E, on avait supposé qu'il était rationnel. Je vous rappelle qu'on avait écrit et on a donné cette écriture à partir du fait qu'on avait 1 sur B, donc il y a le fois B factoriel qui intervient, et le B qui intervient aussi dans la formule, donc vraiment il y a la structure du fait qu'on est supposé que E est rationnel, cette structure-là apparaît dans la définition de f, et donc voilà, on a donc notre contradiction. Bon, alors cette preuve-là, c'est une preuve assez connue du fait que E est irrationnel. Je crois que c'est une preuve donnée par Fourier il y a un certain temps de ça. Et je trouve que c'est une jolie preuve que je voulais vous partager, d'autant plus qu'elle est pas si difficile en tout cas à manipuler, enfin en tout cas à mon avis, c'est pas une preuve trop difficile, puisqu'elle fait vraiment appel à cette écriture-là de E. Et cette écriture-là, c'est quand même une écriture qu'on voit très très souvent en classe prépa. Donc je pense que voilà, c'est pas une résolution si difficile que ça demande une petite manipulation et une bonne idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour amener à une contradiction. Mais à part ça, je trouve que c'est quand même assez intuitif comme preuve, et je trouve ça assez joli, donc je voulais vous la proposer, d'autant plus que je vous ai déjà proposé le fait que pi est irrationnel. Je me suis dit que pour compléter le tout, je pourrais vous parler de E irrationnel. Il existe bien entendu d'autres preuves que E est irrationnel, des preuves qui utilisent aussi l'écriture en reste d'intégrale, qui est une preuve assez similaire à celle que je viens de faire en fait, mais voilà, c'est quand même une autre preuve, une autre approche possible en fait du fait que E est irrationnel. Il y en a d'autres encore de preuves qui peuvent être faites de E. Bon, si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous pouvez à mon avis chercher sur internet et vous en trouverez d'autres de preuves d'irrationalité. Moi je pense que cette preuve-là est assez jolie et bon, assez simple, assez, comment dire, non seulement assez simple mais aussi assez atteignable, j'ai envie de dire, dans la compréhension. On n'a pas besoin d'aller trop loin dans les notions mathématiques pour comprendre comment ça fonctionne cette preuve. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que ça peut être bien de vous la partager sous la forme d'un exo de colle. Bref, je pense ne pas avoir grand chose d'autre à ajouter concernant cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez d'autres gens qui seraient intéressés par cette vidéo ou par la chaîne de manière un petit peu plus générale. N'hésitez pas, alors je ne vais pas me planter, n'hésitez pas à me soutenir, hein, j'ai remis le lien pour me soutenir sur Paypal, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez. N'hésitez pas également à vous abonner et puis faire le tour de la chaîne si vous voulez en découvrir davantage. 2 vidéos vont s'afficher également si vous voulez voir d'autres exos de colle. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!